Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán est en Israël depuis avant-hier pour une visite officielle qui doit le conduire aujourd'hui devant le mur occidental. Il était hier au mémorial du Yad Vashem, a rencontré le président de l'État d'Israël, le Premier ministre, et il faut bien avouer que cette visite a suscité une certaine polémique en Israël. La preuve, il y a eu quelques manifestants, pas énormes on va dire, mais une vingtaine de manifestants qui ont protesté devant le mémorial de Yad Vashem contre l'accueil réservé à Viktor Orbán parce que celui-ci est considéré comme ayant adopté parfois des positions plutôt ultra-radicales, mais également il a soutenu, il a rendu hommage à celui qui était le régent de Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Miklos Horthy, qui est considéré comme un antisémite, qui a décrété les lois raciales en Hongrie. Alors pour en parler, eh bien, nous sommes en ligne avec notre ami le docteur Simi Epstein, qui est historien de la Shoah en particulier. Simi, bonjour. Bonjour. Alors, faut-il critiquer ou en tout cas protester contre la visite du Premier ministre hongrois en Israël ? Alors, un État, et l'État d'Israël, peut avoir des relations avec tous les États du monde, et il y a des relations qui personne n'a interrompu ou personne n'a coupé ces relations diplomatiques avec la Hongrie en raison des déclarations, en raison des positions du Premier ministre hongrois. Mais ce que nous devons retenir, c'est premièrement son hommage à Horthy. Horthy a persécuté les Juifs. Il ne les a pas exterminés, mais il les a persécutés. À savoir, il a fait adopter des lois anti-juives en 1938-39 qui ont été encore plus accentuées pendant la guerre elle-même. Deuxièmement, les jeunes gens juifs ont été mobilisés dans des bataillons militaires où la vie était absolument effrayante. Et si vous voulez, il y a clairement et nettement une responsabilité d'Horthy dans la persécution des Juifs. Mais vous l'avez souligné, il ne les a pas exterminés, c'est-à-dire il n'a pas donné suite à la demande d'Hitler de les déporter vers les camps de la mort. Absolument, c'est-à-dire la déportation des Juifs. Par suite d'une conception qui était celle d'ailleurs d'autres régimes aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir les Juifs de notre pays, nous les persécutons, bon, parce que pour toutes les raisons liées à l'antisémitisme, mais nous ne sommes quand même pas prêts à ce qu'ils soient exterminés, et donc nous ne les donnons pas ou nous ne répondons pas aux demandes allemandes d'extermination, c'est-à-dire de les livrer à l'extermination. Et ce qui s'est passé en Hongrie, c'est que l'armée allemande est entrée en Hongrie, l'armée allemande reculant devant l'Union soviétique, devant les forces de l'armée rouge, l'armée allemande est entrée en Hongrie en mars. Au printemps 1944, oui. Et là a commencé la déportation des Juifs de Hongrie, déportation que Horthy a essayé d'empêcher à partir de juin-juillet et qui lui a valu d'être remplacé par un gouvernement d'extrême droite qui, lui, continuera les persécutions et l'extermination des Juifs. Alors, mais si vous permettez, il y a un deuxième aspect chez Orbán qui n'est pas lié à Horthy, mais qui est lié à une campagne. C'est cela. Qu'il a menée contre Soros. Alors, on peut penser ce qu'on veut de George Soros, mais la campagne très violente qui a été menée contre Soros était une campagne au relent antisémite indéniable, à savoir... on montrait bien que Soros, qui cherche à promouvoir le libéralisme et des valeurs de gauche, disons, est en même temps un juif qui cherche à s'emparer de la Hongrie et à lutter contre l'extrême droite ou la droite hongroise. Et ça, c'était antisémite. Donc il y a deux choses, si vous voulez, qui pèsent sur Orbán, c'est Horthy et aussi Soros. Alors, est-ce que vous, ce régime de Viktor Orbán est résolument, on va dire, nationaliste en Europe centrale, et il est presque autant aussi nationaliste, et je ne sais pas si on dit plus ou moins que celui de la Pologne. Et on a vu Binyamin Netanyahou trouver une sorte de compromis qui a suscité aussi la polémique concernant l'affaire de la loi controversée, donc sur la complicité ou le degré de complicité de la Pologne ou des Polonais pendant la Shoah avec les nazis.
Que se passe-t-il dans ces régimes d'Europe centrale? Et à votre avis, est-ce que l'État d'Israël fait bien de poursuivre ces alliances, parce que finalement, ou même de les consolider, au prix peut-être même d'une sorte de compromis avec une partie de l'histoire de la Shoah également, pour essayer de consolider des alliances avec des pays européens qui peuvent peut-être le soutenir dans les instances internationales comme l'ONU? Daniel, je vais répondre de la manière la plus franche possible. Le régime polonais est un régime d'extrême droite qui prône le nationalisme. Le régime hongrois est un régime d'extrême droite qui prône le nationalisme hongrois. Et le régime israélien a adopté il y a quelques jours une loi qui s'appelle la loi sur l'État-nation, qui porte aussi des signes de nationalisme extrême et qui est absurde sous beaucoup d'aspects, qui met en cause un certain nombre de valeurs qui ont été établies et proclamées par la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et ce qu'il y a d'absolument consternant, c'est que le rapprochement n'est pas fondé sur les intérêts de l'État d'Israël, ce qui serait tout à fait légitime et ce qui est légitime dans les relations entre États et dans la politique étrangère de l'État d'Israël. Le rapprochement est aussi fondé sur une certaine communauté de vues en ce qui concerne qu'est-ce que c'est qu'une nation et qu'est-ce que c'est qu'un État-nation, je dirais. Et c'est ça qu'il y a de plus inquiétant, si vous voulez, de plus consternant dans ce rapprochement. S'il était un rapprochement d'État à État, il serait tout à fait légitime. Mais c'est aussi un rapprochement de gouvernement à gouvernement, et je dirais même de chef de gouvernement à chef de gouvernement. Et c'est ça qu'il y a de plus inquiétant. Est-ce que c'est finalement, parce qu'effectivement, ils l'ont dit hier ensemble lors de leur rencontre, Orban et Benjamin Netanyahou, ils ont la même approche sur la menace que peut représenter, par exemple, l'islam intégriste en Europe et au Moyen-Orient également. Est-ce que c'est répréhensible? C'est limite. C'est limite parce que la lutte contre l'islamisme et le fanatisme islamique est une lutte tout à fait légitime. L'emploi de la menace islamique pour faire adopter dans le pays où nous sommes, nous en Israël, mais pour les Hongrois aussi, ou pour d'autres, pour faire adopter des politiques xénophobes, anti-minoritaires ou, je ne dirais pas racistes en ce qui concerne Israël, mais disons répressives à l'égard de nos minorités ou limitatrices de droits à l'égard de nos minorités, en tant que minorité, pas en tant qu'individu, mais en tant que minorité, ça c'est absolument répréhensible. Et ce qui m'inquiète chez Netanyahou, je vous le dis très franchement, c'est qu'il passe la limite. Il a le droit d'être proche de la limite. Ça, on ne peut pas le mettre en cause. C'est un droit d'État. Comment, par exemple, donnez-nous un exemple qui vous choque particulièrement. La condamnation de la campagne contre Soros, parce que c'était une campagne antisémite, devait être une condamnation beaucoup plus violente et beaucoup plus nette de la part de l'État d'Israël, et non pas si vous voulez, une expression de complicité, vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, en ce qui concerne la Pologne, il fallait être beaucoup plus dur dans la rédaction de la déclaration commune, à savoir, il y avait des choses qui sont vraies dans la déclaration commune, et c'est vrai. Mais il y a des choses sur lesquelles Israël aurait dû être beaucoup plus ferme. Oui. Alors ça, ce sont des exemples qui sont difficiles à définir parce qu'il y a une ligne à ne pas franchir et nous la franchissons un peu trop. Voilà. Nous, en tant qu'État d'Israël, nous la franchissons un peu trop. Alors, je profite que l'on se parle pour peut-être vous poser une question avec un petit peu de recul. Tout ce renforcement des nationalismes en Europe, mais même en Israël, on va dire, et je ne sais pas si on peut les mettre dans le même sac et faire la comparaison avec eux. C'est-à-dire, d'où viennent-ils? Pourquoi ce renforcement des nationalismes? Alors, en ce qui concerne l'Europe, il y a un facteur clair. Après la chute du communisme, les États qui ont retrouvé, si vous voulez, un régime libre, et pratiquement démocratique, ont essayé de reconstruire leur passé. Et reconstruire leur passé, ça veut dire proclamer la grandeur de ce qu'était la Hongrie avant le communisme, de ce qu'était la Pologne avant le communisme, de ce qu'était la Croatie et ses luttes dans le cadre de la Yougoslavie. Enfin, vous voyez. Et or, ce qui se passe, c'est que ce passé... ils ont même adhéré à l'Europe. Ils ont tout de même adhéré à l'Europe, à l'Union européenne, ces pays.
Non, ils adhèrent à l'Europe. D'ailleurs, ils y trouvent un grand intérêt et c'est bon, et c'est tout à fait légitime qu'ils adhèrent à l'Europe. Mais reconstituant leur passé, ils se sont heurtés à la question juive, parce que dans le passé de tous ces pays, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Quel que soit leur degré de responsabilité dans l'extermination des juifs, il y avait dans le nationalisme hongrois, dans le nationalisme polonais, dans le nationalisme croate, dans tous, il y avait une fraction très forte d'antisémitisme. Et donc, la question juive les poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, État d'Israël, nous devons être très vigilants sur cette question, parce qu'ils recherchent des moyens aussi à la fois, si vous voulez, de montrer qu'ils ne sont pas antisémites aujourd'hui. De cachériser leur passé, peut-être. Mais ils doivent, absolument, absolument. Et ils se servent de l'État d'Israël, et c'est clair, enfin, je veux dire, bon, dans cette espèce de dialogue qui s'établit entre eux et nous, ils se servent de nous pour réhabiliter leurs grands hommes. Leurs grands hommes étant Horthy pour la Hongrie, etc. Nous devons participer à ce dialogue parce que nous sommes partis et aussi c'est tout à fait légitime dans les relations d'État à État, mais nous devons être vigilants, nous devons faire attention, nous devons être très précis dans les choses que nous sommes prêts à accepter parce qu'elles sont vraies, et nous devons être très précis dans les choses que nous ne sommes pas prêts à accepter. Ça, c'est dans nos relations avec eux. Et il est vrai que chez nous aussi, à l'intérieur, nous avons le développement de tendances qui sont des tendances nationalistes. Alors je vous pose la question aussi pour ce qui est de la loi sur l'État-nation, c'est-à-dire pourquoi ce sentiment, cette nécessité de voter une loi aujourd'hui avec une coalition de droite israélienne face à l'État-nation, c'est-à-dire dans la conjoncture actuelle. Pourquoi ce besoin? Est-ce que ça répond aussi à une sorte d'inquiétude, de préoccupation concernant justement le caractère juif de l'État d'Israël? Écoutez, là, je vous avoue, dans cette loi sur l'État-nation, il y a des choses qui sont absolument inutiles. Oui. Inutiles et redondantes par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on est, par rapport à nos textes antérieurs et notamment par rapport à la déclaration d'indépendance. Bon, c'est redondant, c'est absurde. Et il y a d'autres choses qui, elles, sont significatives et qui visent, par exemple, des choses totalement inutiles dont on voit pas, on ne voit pas l'utilité, mais on comprend l'intention qui était une intention méchante. Par exemple, le changement de statut de la langue arabe, tout ça. Bon. C'est absurde, ça change rien à la réalité, ça change rien à la réalité. Et le but, c'est de punir entre guillemets les Arabes ou leur représentation parlementaire, ou bien des choses qui sont elles nuisibles à un autre exemple fondamental que Benny Begin, le fils de Menachem Begin, a rejeté en disant on ne parle pas de l'égalité. Une notion qui est tellement simple, de l'égalité civile, non pas de l'égalité nationale, si vous voulez, entre les groupes nationaux, et puisque l'État est l'État-nation du peuple juif, et les autres sont des minorités nationales reconnues, mais ce sont des minorités nationales. Mais au niveau des individus, l'égalité de tous les individus, sans distinction de sexe, de race et de religion. C'est évident, ça se pratique partout, nous le pratiquons. Et heureusement, l'État d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, est une démocratie et pratique donc cette égalité. Non, ils n'ont pas voulu le mettre dans la loi. Et ça, c'est significatif. Et de ce point de vue-là, c'est ce qu'il y a de plus consternant, si vous voulez, dans les relations entre Israël et la Hongrie ou les autres pays de ce type, c'est qu'il y a une communauté de vue idéologique. Idéologique, absolument. Eh bien, Dr Simi Epstein, merci beaucoup de nous avoir éclairé. C'était tout à fait intéressant de vous entendre, d'entendre votre avis sur justement ce lien entre, on va dire, le nationalisme, même s'il ne peut pas se faire apparemment même sur toute la ligne, mais en tout cas le nationalisme ressenti en Israël et ce nationalisme exacerbé dans les pays, dans certains pays d'Europe centrale, comme la Hongrie, la Hongrie dont le Premier ministre est actuellement en visite officielle en Israël. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, nous allons marquer le jingle tout de suite et la revue de la presse et des médias israéliens.